Ah, vous voilà. Entrez, entrez. Approchez. Je vais remettre une bûche en l'âtre. Vous avez dû marcher longtemps à travers bois. Les chemins sont tortueux par ici, bordés de ronces et de quelques herbes malicieuses. Si on n'y prend pas garde, on peut vite s'y perdre. Et il y a un vent à déplumer les corneilles ce soir. Heureusement, vous êtes tombé sur la chaumière de la sorcière. Oh, ne me dites rien. Je sais très bien ce qui vous amène. Vous êtes en quête d'histoire, n'est-ce pas? Eh bien, vous êtes au bon endroit pour en écouter. Je suis une gardienne de contes, une voix qui porte les récits du passé. Des contes de bois, des contes de pierre, des contes d'eau, des contes de plumes. Des souvenirs qui ont traversé les âges et que j'entretiens comme le feu de ce foyer. Je vois que vous admirez mes petits artefacts. Tenez, là dans cette boîte, il y a 7 haricots magiques. Oh, il n'en reste plus beaucoup dans ce monde. Je les ai échangés contre un coq à un marchand ambulant. D'aucuns disent que c'était le diable. Ma foi, je l'ai trouvé fort charmant. Et là, c'est un roi que m'ont offert les dames fileuses. Rare escapé d'un royaume où le souverain ordonna de tous les brûler. C'était il y a fort longtemps maintenant. Mais c'est cet étui qui vous intéresse, je le vois bien. Celui qui contient une flûte en argent. Elle appartenait à un musicien qui la tenait lui-même de la reine d'Elfheim. Oh ça, pour sûr, il était doué dans son art. Il charmait les bêtes et vous débarrassait de la vermine en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Mais si on lui manquait de respect ou que l'on ne tenait pas ses engagements, alors là, il prenait un autre masque. Un village allemand en a fait les frais par le passé. Et les habitants s'en souviennent encore. Oui, je pourrais vous raconter cette histoire. Mais pour cela, il faut que je prononce l'incantation d'usage. Il était une fois. Il ne faisait pas bon vivre à Hamelin cette année-là. On y jugeait les habitants fort peu charitables, voyez-vous. Aussi, certains parlent encore de malédiction, d'autres de punition divine. Moi, je pense plutôt qu'ils jouèrent de malchance, que c'est tombé sur eux, comme cela aurait pu arriver à n'importe qui d'autre. Du moins, à ce moment-là de notre histoire. Il est vrai que la suite des événements peut donner raison aux racontars. Quoi qu'il en fût, en l'an de grâce 1283, le village se voyait envahi de rats. Une marée vivante venue du nord qui grouillait dans les moindres recoins, dévorant les sacs de grains et ravageant les linges de maison. Des ruelles étroites au plus vaste grenier, on ne contemplait que des rongeurs noirs et bruyants, à perte de vue. Quand l'hiver déploya sa cape blanche, les tables des foyers les plus modestes n'accueillent rien d'autre que des bouillons clairets. La famine menaçait de pointer le bout de son nez, et avec elle la peste de s'inviter au sinistre banquet. Le bourgmestre, démuni face à cette situation, offrait 1000 florins à quiconque débarrasserait Hamelin des nuisibles. Oh, il y eut bien des charlatans pour vendre leur poudre miraculeuse, qui n'eurent sans surprise aucun effet, mais personne, pas même les chasseurs les plus expérimentés du pays, ne réussit à chasser les muridés. Ni les pièges ni les poisons n'en vinrent à bout. Tous les jours, les villageois se rendaient à l'église et priaient avec ferveur, les mains jointes à s'en faire craquer les phalanges, sans succès. Il n'y eut point de miracle. Aussi, toujours prisonniers de leur sort funeste, il en eut bien quelques-uns pour s'en remettre secrètement aux fées, murmurant des plaintes dans le vent, en haut de la colline. C'est bien connu. Quand les saints restent muets, le bon peuple, lui, se frotte les mains. Au matin du solstice d'hiver, un étranger arriva à Hamelin. Vêtu de noir et de blanc à l'instar d'une pie bavarde, il portait un curieux couvre-chef à plumes
et un sac de peau sur l'épaule. D'aucuns affirmaient qu'il était fort bel homme, et que ses yeux brillaient de malice lorsqu'il souriait. Sûr de lui, le pérégrin se présenta au bourgmestre comme un charmeur de rats. Le magistrat ne fit aucun cas de son allure extravagante, il n'en était pas à son premier fantaisiste de passage, et confirma la somme convenue pour qui chasserait définitivement la vermine. Dès lors, l'étranger s'en retourna dans le bourg sans demander son reste, et sans même évoquer son nom d'ailleurs. Il sortit de son bagage une étrange flûte en argent ciselé comme personne n'en avait jamais vu. Puis, il s'avança au milieu de la place et interpréta un air à la fois entraînant et mélancolique. Dire qu'il jouait bien relevait d'un doux euphémisme. Sa musique, aussi claire que l'eau d'une ravine, émerveillait tous ceux qui l'écoutaient, rappelant tour à tour un baiser volé au mois de mai, une danse lors de la fête des moissons et la chaleur d'un foyer lors des saisons sombres. Toutefois, entendre ce refrain emplissait d'une certaine nostalgie que nul ne pouvait décrire. Telle est la force d'un colchi, ce charme musical propre aux fées qui leur permet de nous enlever dans les contrées de l'autre monde. Bientôt, les rongeurs sortirent de toutes parts. Des maisonnées à encorbellement jusqu'aux remises poussiéreuses, en passant par les caves humides, il en parvint des centaines encerclant l'étranger, attirés, hypnotisés par la mélopée. Tout concentré à sa tâche, l'homme continua de souffler dans l'instrument, tantôt marchant, tantôt dansant, dans les rues d'Amelin. Et tandis qu'il avançait ainsi, un cortège de poils sombres aux yeux étincelants se forma derrière lui. Enfin, le prodigieux charmeur passa les portes du village et se dirigea vers la rivière où il s'enfonça jusqu'aux genoux. Tour à tour, les rongeurs se jetèrent dans l'eau glacée et se laissèrent couler doucement, bercés par le sifflement enchanté. Quand le dernier d'entre eux, un énorme rat blanc, vieux et malade, fut emporté par le courant, l'homme satisfait regagna la rive et rangea sa flûte en souriant tristement. Il prononça quelques mots à la rivière, dans une langue étrange, et s'en retourna à la demeure du bourgmestre réclamer son dû. Entouré de riches marchands et de petites bourgeoisies, le magistrat reçut le charmeur de rats avec un air des plus altiers. Après tout, il n'avait plus rien à craindre des rats désormais, et ce jeune homme, seul, ne représentait pas une grande menace. Aussi jugea-t-il que ce travail n'avait pas coûté trop de son temps au joueur de flûte et lui offrit 100 florins pour le travail accompli. L'étranger protesta, mais rien n'y fit. Le bourgmestre, enorgueilli par la présence de ses invités, congédia ce qu'il considérait être un ménestrel, ne lui laissant que le 10e du prix promis. « Alors soit, cela vous coûtera bien plus cher que 1000 florins. » lâcha l'étranger, le toisant d'un regard plus noir qu'une nuit sans lune. Le bourgmestre ne pit pas mot. Néanmoins, la menace lui glaça l'échine. Ces quelques paroles brumeuses l'enveloppèrent comme l'on recouvre un cadavre de son linceul. D'un revers de la main, il chassa l'étranger et par là même ses pensées, puis s'enferma dans sa demeure. D'un pas tranquille, le charmeur de rats, lui, quitta le village, un sourire terrible au bord des lèvres. On ne le revit pas le lendemain, ni le surlendemain d'ailleurs, de même qu'aucun rongeur ne repointa le bout de son museau. Aussi, l'incident s'évanouit dans la mémoire des habitants, lesquels se concentrèrent davantage sur les semailles du printemps. Les rats avaient anéanti toute récolte, il fallait donc prévoir de quoi remplir les greniers pour le prochain hiver. En vérité, aucun villageois n'oublia l'étranger. Lors des veillées suivant son passage, on rabrouait quiconque évoquait son arrivée ou sa musique. On se signait, on crachait, on récitait un Notre Père devant l'âtre, de peur que le malheur s'abatte à nouveau sur la ville. Personne n'était dupe. Une ombre planait sur Amelin.
et tous prévoyaient une dîme à l'église plus conséquente qu'à l'accoutumée afin de réparer les torts, et de se donner bonne conscience par la même occasion. La vie continua ainsi, durant quelques mois d'insouciance, jusqu'au 26 juin de l'an 1284. Ce matin-là, le ciel avait revêtu sa robe anthracite, la pluie battait son plein et un étrange orage menaçait d'anéantir les futures récoltes. En ce jour même de la Saint-Jean et Paul, nul ne pouvait ignorer le mauvais augure que représentait ce temps sinistre. Les habitants, regroupés dans l'édifice religieux pour la messe, peinaient à écouter le prêche tant l'averse martelait les vitraux. Le vent hurlait comme un millier de spectres. Tous ne désiraient qu'une chose, rejoindre leur foyer où les enfants et les aïeux étaient restés à l'abri des intempéries. C'est à ce moment que l'étranger revint. Seuls quelques frêles vieillards accolés aux fenêtres le perçurent à travers les gouttes denses qui tombaient de guingois avant de s'écraser sur les pavés. L'homme avait troqué sa tenue bigarrée contre une mante d'un vert tendre, de la même teinte que son couvre-chef. Sa mine patibulaire lui donnait l'air d'un trappeur, et pourtant tous furent unanimes. Il s'agissait bien du charmeur de rats. Car si son apparence laissait planer le doute, la mélodie qui s'échappait de la flûte d'argent, quant à elle, le dissipait assurément. L'étranger traversa la ville d'un pas léger, le tonnerre l'accompagnant tel un tambour de guerre. Il se moquait des éclairs et dansait au rythme de cet air fantastique. Alors, on vit un enfant sortir d'une maisonnée, puis un deuxième et un troisième. Bientôt, sous les yeux horrifiés des doyens, une centaine de têtes blondes formèrent un cortège derrière le joueur de flûte comme autant de rats. Envoûtés, ils sautillaient dans les flaques, riaient aux éclats, gambadaient sous l'orage comme en proie à une transe. Trop rapides pour les suivre, trop nombreux pour les sauver tous. Une vieille femme tenta bien de sortir afin de les ramener à la raison, mais un éclair foudroya le seuil de sa demeure. Elle recula, hurla le nom de toute cette marmaille attirée par la musique comme un papillon de nuit l'est par la lumière, en vain. Les enfants passèrent les portes de la ville et disparurent peu à peu au sommet de la colline. Quand les parents sortirent de l'église, ils ne trouvèrent que des maisons vides de progéniture et des aînés terrifiés. Seuls 3 enfants échappèrent à la vengeance de l'étranger. Le premier, sourd, ne pouvait pas entendre la musique. Le second, boiteux, n'avait pas pu suivre le rythme effréné de la petite troupe. Le troisième, aveugle, ne put sortir de la maisonnée, fermée à double tour. Tous les autres, au nombre de 130, ne furent jamais retrouvés. Ils furent emportés dans l'autre monde, comme dîme à la reine d'Elfheim, par le charmeur de rats. Après cela, la musique fut interdite à Hamelin pendant plusieurs décennies. L'église comportait un grand vitrail autrefois, qui représentait le joueur de flûte et ses pauvres enfants. J'imagine que les habitants l'ont fait fabriquer en souvenir de ce triste événement. Je vous dirais bien, par ironie du sort, qu'ils durent débourser 1000 florins pour un tel ouvrage. Mais je n'en sais rien. Ceci dit, ce vitrail fut détruit au XVIIe siècle. Alors on en a fait un autre, plus moderne. Une rue d'Hamelin porte encore le nom de la rue Sans-Tambour. C'est là qu'on vit les gamins pour la dernière fois. Si jamais vous y faites un tour, 2 anciennes maisons portent encore une inscription relatant cette histoire. Voilà pour le conte du charmeur de rats, tel qu'on me l'a transmis. Qui m'a donné cette flûte ? Oh, si je vous le disais, je serais bien obligé d'en jouer, et vous ne voudriez pas vous retrouver à danser dehors par ce temps, n'est-ce pas ? Remarquez, le vent s'est calmé. Vous allez pouvoir reprendre votre route. Mais revenez me voir, un de ces jours. Sonnez à la petite clochette. Si le cœur vous en dit, je vous raconterai une autre histoire. Allez, il est temps. Bonne soirée à vous, mes chers arpenteurs de la féerie.